.com. C'est bon, on est prêt. Oh ben, on y va alors. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Le FOD est fier de vous présenter aujourd'hui 2 livres écrits par ses membres sur les pratiques et les praticiens. Donc, ce sont 2 livres différents, mais qui convergent et qui sont en résonance, puisque nous allons parler de l'apprenance et de l'approche par les capacités sous 2 angles. Le premier angle vu des apprenants, et le deuxième angle vu depuis les équipes pédagogiques, ingénieurs, formateurs, technopédagogues et autres. Donc, nous allons avoir 3 intervenants aujourd'hui, donc dans l'ordre, Jean, ensuite Yamina et ensuite Dorothée. Ils se présenteront, je les laisserai se présenter. Donc voilà. Donc, sans plus attendre, nous pouvons commencer. On commence par toi, Jean. Merci Loïc pour cette introduction. Donc, si le FFOD est fier de présenter ces 2 livres, les 3 auteurs sont également fiers de partager cette écriture sur les pratiques pédagogiques pour la formation des adultes. Donc, je suis consultant indépendant chez ITG Paris et membre du FFOD, je dirais même membre fondateur du FFOD. Et donc, je participe une nouvelle fois à une webconférence pour partager les bonnes pratiques sur les formations, tout ou en partie à distance, comme on dit maintenant. Et donc, avec Yamina, j'ai coécrit un livre. Et ce sont 2 livres différents en résonance qui convergent, parce que oui, effectivement, déjà, la préface a été écrite par Dorothée dans notre livre. Et la préface du livre de Dorothée a été écrite par Philippe Carré, dont nous consacrons tout un chapitre dans notre livre autour du concept d'apprenance. Et donc, il y a effectivement un effet de résonance très fort entre ces 2 livres, même si, comme Loïc l'a parfaitement dit, ce sont 2 livres différents, l'un avec une chercheuse, l'autre avec 2 praticiens, mais qui en fait travaillent sur la même question, qui est la question de la qualité de l'ingénierie pédagogique au service des apprenants, pour apprendre différemment et essayer de trouver les conditions optimales pour dérouler un parcours de formation. L'autre point commun, hein, c'est le vent du Sud-Sahara, puisque ces 2 livres ont été édités aux éditions L'Harmattan, que nous remercions, et qui fait que ces 2 livres sont accessibles de n'importe quelle bonne librairie sur l'ensemble du territoire francophone, Québec compris, et qu'on peut aussi l'acheter par les réseaux numériques, je pense à la FNAC, Amazon et autres. Et donc, dans un livre, on parle d'apprenance, dans l'autre, on parle de capacité, mais ni l'un ni l'autre ne font résonance à ces 2 concepts fondamentaux, et pourtant, on est bien sur les mêmes pratiques. Et donc, si je reviens au livre que j'ai coécrit avec Yamina, en fait, ce livre sonne aussi les 40 ans du réseau des ateliers de pédagogie personnalisée, avec un premier livre en 2003 et un deuxième livre en 2023. Donc, le réseau des APP écrit un livre tous les 20 ans. Donc, on attend avec impatience le livre de 2043. Le premier était sur l'auto-formation, donc un concept pédagogique fort, mais on remarque que ce concept pédagogique fort n'est toujours pas bien compris, hein. L'auto-formation, la solo-formation, le contexte de mise en œuvre de l'auto-formation accompagnée, que les APP maîtrisent depuis 40 ans, n'est pas bien ensemble partagé par la communauté des praticiens. Le deuxième concept, qui n'est plus un concept pédagogique, mais un concept psychosociologique, qui décrit un petit peu l'apprenant dans son environnement, qui est le concept d'apprenance porté par Philippe Carré et les membres de son équipe. Et donc, avec Yamina, on a choisi d'éclairer les pratiques et l'organisation du réseau des APP à travers ce concept, le concept d'apprenance qu'on va pouvoir détailler dans un second temps. En fait, ce qui est frappant dans notre écriture de ce deuxième livre, c'est à la fois la continuité des fondamentaux du réseau des APP autour de l'auto-formation accompagnée, l'individualisation des parcours, la personnalisation de l'accompagnement, et en même temps la capacité forte du réseau des APP à s'adapter à une nouvelle donne
une donne où le monde de l'information est de plus en plus concurrentiel, de plus en plus complexe, avec des approches qualité, etc. Et donc, on observe à travers les pratiques d'apprenance, territoire et acteurs d'apprenance, la capacité du réseau des APP à s'adapter à cette nouvelle donne, comme le font tous les opérateurs, tous les organismes de formation. Voilà. L'autre point important que je voulais souligner, c'est que Dorothée, qui va présenter son livre, travaille à l'IFCAM, et que l'IFCAM est également membre du FFOD. Donc, c'est aussi un autre élément de convergence, un autre élément de résonance sur la présentation de ces deux livres. Voilà, diapositive suivante. Donc, l'apprenance, très rapidement. Alors, c'est pas Philippe Carré qui l'a inventé, hein, on va rendre à César ce qui appartient à César. Donc, c'est Hélène Boucher et Hélène Trottemet-Fabre qui ont proposé cette définition de l'apprenance et qui a été reprise, confortée, documentée et consolidée. Et d'ailleurs, on retrouve dans le livre de Dorothée une des définitions proposées par Philippe Carré comme étant la culture de développement agentique des compétences et des savoirs. Dans l'actualité récente du FFOD, on a vu aussi des partenaires en décembre 2023 mettre en œuvre l'Observatoire de l'apprenance à travers une définition proposée par Sol comme la valorisation accompagnée du désir d'apprendre. Et donc, nous, avec Yamina, on propose une autre définition, en plus de celle que vous trouverez dans notre livre proposé par Philippe Carré, comme la mobilisation des capacités individuelles et collectives pour saisir et valoriser les opportunités multimodales, formelles et informelles, d'apprendre et de se former tout au long de ses vies. Et donc, on voit bien que l'apprenance est un concept qui englobe nos activités autour de savoir, autour des apprentissages et autour de la formation. Apprendre et se former résonnent, sont deux activités complémentaires. Et en fait, quand on prend cette troisième définition de l'apprenance, eh ben, encore un phénomène de résonance avec ce que propose Dorothée. Et là, je donne juste une définition sur laquelle Dorothée aura l'occasion de revenir dans un second temps, l'approche par les capacités comme étant une opportunité et pouvoir d'agir, une mise en capacité d'agir par rapport à des apprentissages nouveaux. Voilà, je reviens au réseau des APP. Ce qui est frappant dans le réseau des APP, c'est la consistance, la persistance de l'alignement pédagogique, à savoir entre les objectifs visés, les moyens alloués et la manière dont on évalue les parcours. Il y a une forte cohérence au niveau des pratiques et des équipes pédagogiques des APP, avec d'une part l'individuation des parcours, qui montre un petit peu la flexibilité et la souplesse des organisations des APP pour répondre aux besoins de chacun des apprenants, et puis la personnalisation de l'accompagnement, c'est-à-dire comment les équipes pédagogiques aient-elles une relation pédagogique pour les besoins propres à chacun des apprenants, et travaillent sur le étayage et désétayage pédagogique pour rendre la personne le plus rapidement possible autonome dans ses apprentissages, et donc autonome dans son insertion sociale et professionnelle. On est bien sur la multimodalité, hein, puisque les APP proposent des activités non seulement présentielles et distancielles, mais surtout individuelles et collectives, synchrones et asynchrones, et des temps de formation et des temps d'auto-formation. L'apprenant n'est pas seul en APP, hein, c'est bien une démarche collective avec des ateliers qui regroupent plusieurs apprenants dans le déroulement du parcours. Et enfin, ce qui est remarquable au sein du réseau des APP, c'est l'intégration ajustée du numérique. Le numérique va vite, très vite, trop vite, hein, puisqu'on est en pleine émergence de l'intelligence artificielle. Et donc, il faut trouver le bon rythme pour que, effectivement, l'apprenant puisse se rendre agile numériquement pour bénéficier de toutes les facilités que proposent à la fois les ressources et le territoire numérique. Et donc, c'est une partie qu'on a développée avec Yamina dans notre livre. Effectivement, le monde se complexifie par la digitalisation. Voilà mon temps d'introduction pour présenter ces deux livres en résonance. Et maintenant, je passe la parole à ma collègue Yamina. Super, merci beaucoup Jean pour l'introduction et la présentation la mise en relation des deux livres. Donc, je vais me présenter. Donc, Yamina Boyad, je suis coordinatrice de l'APP de 7.
et je suis également formatrice experte pour le réseau des APP et à ce titre, je forme les nouveaux coordonnateurs d'APP et j'interviens sur le plan de formation de professionnalisation des équipes APP. Donc, avant de faire un zoom sur un des chapitres du livre qu'on a coécrit avec Jean, on voulait vous faire quand même un petit rappel pour les personnes qui n'auraient jamais entendu parler des APP et qui ne savent pas ce que c'est un APP. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? À quoi ça renvoie? Donc avant tout, APP signifie atelier de pédagogie personnalisée. C'est une démarche pédagogique, une organisation qui permet d'apprendre pour tout public et qui est reconnue, cette démarche pédagogique, par un label. Heu, ce label, il existe depuis presque 40 ans et repose sur un cahier des charges basé sur 7 principes fondamentaux que je vais détailler juste après. Et ces 7 principes permettent de déployer une démarche pédagogique centrée sur l'apprenant qui allie personnalisation, accompagnement, mais également multimodalité pédagogique. Cette démarche pédagogique, elle peut être appliquée à l'ensemble de l'organisme de formation qui porte le label ou à un périmètre déterminé, à certaines actions. Donc on peut labelliser tout ou partie de l'organisme de formation à partir du principe, la seule exigence, c'est de pouvoir, proposer des actions et des formations autour, des compétences, du socle, de la lutte contre l'illettrisme, les apprentissages de base. L'APP, au-delà d'être un label et une démarche pédagogique, c'est aussi un réseau au niveau national et il existe au niveau régional. Le réseau au niveau national est géré par l'Association pour la promotion du label APP, l'APAP, qui est propriétaire du label APP et qui est reconnue comme instance de labellisation par France Compétences sur les 4 types d'actions du label Qualiopi, donc aussi bien les actions de formation, VAE, bilan de compétences et apprentissage. Aujourd'hui, le réseau des APP compte une centaine d'APP et on peut dénombrer plus de 32 000 personnes accueillies et formées par an et 4 millions d'heures de formation. Je reviens sur le cahier des charges qui est basé sur donc 7 principes fondamentaux et comme vous le voyez, donc le label APP, est un label qui peut être attribué soit uniquement sur la démarche pédagogique ou sur, le label double APP et Qualiopi, ce qui permet, pour, des organismes de formation, d'être habilités pour, dispenser des actions de formation, et être subventionnés. Donc les 7 principes fondamentaux du label APP sont en premier lieu la personnalisation et l'accompagnement qui permet vraiment de prendre en compte les objectifs, les profils des apprenants, de proposer des parcours, avec des durées, adaptées, un planning adapté, des contenus adaptés à chaque personne. Les parcours se déroulent heu, en entrée-sortie permanente, donc avec des publics, très, mixés. On peut avoir aussi bien des salariés, des demandeurs d'emploi, des bénéficiaires du RSA, des personnes qui ne maîtrisent pas le français, des personnes en situation d'illettrisme, des personnes issues des QPV. On peut intervenir sur le plan de formation des entreprises. Donc les équipes APP, mettent en place des dispositifs qui facilitent cette homogénéisation et cette hétérogénéité des publics et des pratiques. Heu, L'accès de tous aux compétences socles, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une des exigences du cahier des charges. Ensuite, l'APP est organisée de manière à faciliter les apprentissages pour tous et organise les espaces. Et l'APP, c'est souvent un espace qui facilite ces apprentissages et à ce titre, c'est pour ça que ça répond à la définition de l'apprenance sur le pouvoir apprendre. C'est un environnement qui facilite les apprentissages en autonomie. On s'attache aussi lorsqu'on déploie une démarche APP de veiller à son ancrage territorial avec différentes instances de partenariat
et une logique de parcours sur le territoire pour que les apprenants puissent avoir une poursuite de parcours avec d'autres actions, d'autres dispositifs sur le territoire. Et dernier point du cahier des charges, c'est le fonctionnement en réseau au niveau régional et national, mais ça, je l'ai déjà expliqué. Alors, comment se déroule un parcours type APP? Donc, il y a 4 étapes. Le premier accueil est un temps très important pour l'apprenant et pour les équipes, pour faire connaissance avec les apprenants, prendre en compte leurs besoins, leur parcours, leur profil, les contraintes, pour pouvoir proposer un parcours sur mesure, un parcours qui pourra être modulaire, avec une durée, un rythme, des contenus personnalisés. Les contenus sont souvent co-construits avec la personne pour répondre au plus près de leurs besoins. Et lorsque le parcours est construit, on va le contractualiser pour démarrer la formation avec des modalités variées. On peut proposer des ateliers thématiques, des ateliers apprendre à apprendre, des séances en auto-formation accompagnée, des séances en centre de ressources. Donc une multimodalité de formation en synchrone, asynchrone, à distance, en présentiel, ce qui facilite la diversification des situations pédagogiques aussi avec les apprenants. Et tout au long de ce parcours, les formateurs vont accompagner les apprenants pour faciliter leur autonomie. L'objectif est qu'ils atteignent leurs objectifs, mais aussi qu'ils soient le plus autonomes pour pouvoir continuer à apprendre tout au long de leur vie. Et pour ça, il y a des outils qui sont proposés, des livrets de suivi, des ateliers spécifiques, des ateliers apprendre à apprendre, des modalités d'auto-formation accompagnée qui vont faciliter cette autonomie. Et à la fin du parcours, un bilan qui va permettre de soit valider des compétences via des certifications, de formuler des préconisations pour la poursuite du parcours et d'articuler ce parcours avec une suite, soit emploi, formation ou évolution personnelle. Voilà quelques mots sur la démarche APP. Je vais maintenant essayer de résumer le livre qu'on a écrit sur cette démarche et sur ce réseau. Il se trouve que lorsqu'on a commencé à préparer des supports pour présenter le livre, on s'est rendu compte avec Jean que les 3 chapitres du livre formaient l'acronyme APP. Donc les 3 premières lettres de chaque chapitre reprennent l'acronyme APP. Donc je ne vais pas me priver de cet heureux hasard pour le présenter. Et donc le premier chapitre, la première partie s'intitule ADN des APP. Comme A de APP. Et dans cette partie-là, on va tout d'abord voir le lien que Jean a déjà fait entre apprenance et les pratiques APP. Et il s'agit de voir comment dans les APP, on décline le principe d'apprenance défini par Philippe Carré, pouvoir, vouloir, savoir, apprendre. Donc aussi bien un environnement qui facilite et favorise les apprentissages, des ateliers pour accompagner les apprenants à savoir apprendre et un accompagnement personnalisé qui va permettre de renforcer le vouloir apprendre et la motivation avec le projet pour apprendre. Dans cette partie-là, on va aussi parler de l'allégorie, de l'histoire du réseau des APP, qui a été marquée par plein de rebondissements, de difficultés, de réforme de la formation et à chaque fois, le réseau et les équipes APP ont réussi à rebondir, à s'adapter avec agilité pour pouvoir proposer toujours la même, cette démarche centrée sur l'apprenant. C'est une réelle aventure humaine et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on présente le livre, c'est les retours qu'on a des personnes qui ne connaissent pas les APP nous disent: «Mais vous avez traversé plein de tempêtes et à chaque fois, même si le réseau des APP souffre d'un manque de notoriété, ce réseau arrive à se renouveler et à garder ses pratiques et son ADN. Alors, de quoi est fait cet ADN? Tu l'as dit Jean, c'est un fort alignement pédagogique. Alors pour moi, l'alignement pédagogique qui est à la fois la cohérence entre les objectifs,
les situations d'apprentissage ou les activités qu'on propose et les situations d'évaluation, mais c'est au-delà de cet alignement, c'est un alignement aussi sur la communication, la médiation entre les équipes, les formateurs et les apprenants, la façon dont on va les accompagner, au moment où on va les accompagner par rapport à leurs besoins d'apprendre ou leur capacité à apprendre. Donc il y a toute une posture du formateur qui va faciliter, cette rencontre qui peut être très rare et difficile à créer entre, j'ai besoin d'apprendre, j'ai envie d'apprendre et je suis capable d'apprendre à cet instant-là. Et donc c'est tout un environnement, une organisation qui facilite cet alignement. Dans ce chapitre, on parle aussi du réseau des APP, les acteurs qui le composent, les apprenants, qui sont-ils, le label, mais j'en ai déjà parlé, j'ai expliqué en quoi consistait le label. La deuxième partie du livre, intitulée «Pratiques toujours innovantes», comme le P de atelier de pédagogie. Donc là, on va vraiment, balayer, un petit peu toutes les pratiques qui sont, mises en œuvre dans les APP. J'ai envie de parler en premier lieu de apprendre à apprendre, qu'on a centré, autour du plaisir d'apprendre. C'est une des, pratiques qui, existe depuis toujours dans les APP et qui est un point, à mon sens, un point fort, des équipes pour, pouvoir travailler sur cette capacité à apprendre. Et d'ailleurs, les APP ont été l'un des premiers réseaux à être habilités à déposer la 1re certification qui, valorise cette capacité à apprendre, avec la certification Apprenant Agile, qui utilise, la reconnaissance de ces compétences polyvalentes, d'apprendre à apprendre, via des badges numériques. Et donc ça fait quelques années que les APP déploient, ce dispositif et cette reconnaissance de la capacité apprendre à apprendre. Mais on y retrouve aussi, comment, apprendre entre pairs, la personnalisation, l'auto-formation accompagnée, l'individualisation, l'auto-évaluation, les pratiques du numérique, la pratique réflexive, hein, qui accompagne, la reconnaissance des soft skills avec Apprenant Agile, et la valorisation des savoirs informels, que pratiquent les équipes APP. On a aussi une partie sur, l'utilisation de la créativité, la mobilisation de la créativité en formation avec, l'une des expérimentations qu'a mené le réseau des APP, qui est Art Connection. Voilà, je ne peux pas détailler plus toutes les pratiques qui sont, proposées, dans ce chapitre, mais on a essayé de mettre en lumière toutes les dispositifs que le réseau des APP a pu expérimenter ces dernières années. Et là, dans la dernière partie donc, du livre, donc, le deuxième P, de pédagogie personnalisée, ce sont les perspectives. Et donc dans cette partie-là, on a exposé donc, l'avenir, des APP avec l'expérimentation qui a lieu actuellement pour l'ouverture du label APP, donc l'extension du label à l'ensemble de l'organisme porteur. Et on a interrogé aussi, l'évolution des métiers, que ça soit le métier de formateur, et à ce titre, le réseau des APP, va déposer une nouvelle certification, de formateur facilitateur pour reconnaître ces compétences particulières du formateur qui accompagne, dans des séances d'auto-formation accompagnées et en APP. Mais on a aussi pu, balayer les nouvelles postures de coordonnateur, de référent qualité et le nouveau métier finalement d'apprenant qui n'exprime plus, son envie d'apprendre de la même manière et qui n'apprend plus de la même manière aujourd'hui. On a aussi questionné toutes les pratiques, actuelles et à venir, du réseau des APP. Voilà une image, globale du livre, et je vais faire maintenant un zoom sur un des chapitres. Donc c'est le chapitre 2.3 sur l'intégration variée du numérique, dans lequel on met en lumière, comment le numérique, sert les pratiques, des APP et accompagne,
les apprenants dans leur parcours en APP. Alors aujourd'hui, certes, le numérique a de plus en plus de place, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau de son inclusion sociale. Et les APP ont toujours utilisé le numérique depuis leur début. On a toujours eu des salles multimédia et on a toujours utilisé le numérique comme à la fois un moyen pour apprendre, parce que ça permet de mettre en situation l'apprenant et de le rendre le plus autonome possible, mais aussi comme objectif de développement des compétences pour qu'il ne soit pas coupé du monde et qu'il soit le plus inclus dans ces pratiques pour le travail ou pour la vie quotidienne. Donc, c'est à la fois un moyen pour faciliter l'auto-formation accompagnée et un objet d'apprentissage. Alors, dans ce chapitre, on évoque plusieurs pratiques ou outils qui sont utilisés actuellement, donc notamment la reconnaissance ouverte des compétences des soft skills par les open badges avec le dispositif Apprenant Agile, dans lequel les APP ont développé toute une catégorie de badges pour reconnaître les compétences apprendre à apprendre, mais aussi l'évolution dans un parcours et son autonomie dans la réalisation de son projet, de ses objectifs. On évoque aussi les certifications utilisées en APP et toutes les certifications numériques qui valident les compétences numériques, avec en premier lieu le CLEA numérique qui répond aux autres certifications CLEA, donc le CLEA socle et aujourd'hui le CLEA management. Mais il existe d'autres certifications utilisées par les APP comme le TOSA, le PICS, ICDL. On évoque aussi les expérimentations, les initiatives qui sont portées notamment par les APP normands avec les espaces numériques mobiles qui permettent de répondre à des besoins et de combler en fait ce qu'on appelle les déserts numériques, ou de combler les besoins de formation sur les territoires qui sont isolés. Et on a également le projet Synapse qui est porté par le réseau, par la PAP, qui est donc la PAP a été lauréat de l'appel à projet Definum et qui a pour objectif l'accompagnement à l'hybridation numérique des pratiques et des structures porteuses d'APP, des organismes de formation porteurs d'APP. Et Synapse s'articule autour de 4 briques. Donc la première brique est l'expérimentation de l'organisation apprenante pour élargir le label APP à l'ensemble des actions de formation. Et à ce titre, donc un plan de formation, un plan d'accompagnement des équipes qui expérimentent cette ouverture du label est mis en œuvre actuellement auprès d'une dizaine d'organismes de formation et d'APP. Il y a également le développement d'un espace numérique d'apprentissage et d'accompagnement qui permettra à l'apprenant d'être encore plus autonome dans le suivi de son parcours, puisque c'est un livret d'apprenant numérique qui permettra de suivre chaque étape de son parcours et d'avoir un retour sur ses progrès. Et il y a une partie sur la mutualisation des ressources et des pratiques avec une communauté de pratiques APP, une sorte d'intranet du réseau qui permettra aux formateurs de différents APP de communiquer entre eux, d'échanger des supports et des pratiques, et un guide des ressources les plus utilisées en APP, avec un guide numérique qui serait sous le format collaboratif, avec tous les supports innovants, les supports pédagogiques, les ressources numériques utilisées en APP. Dernier point abordé dans ce chapitre, c'est les interrogations autour des usages de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on a de plus en plus de questionnements et d'interrogations sur la place de l'intelligence artificielle, que ce soit dans les supports, la création des supports de formation ou leur utilisation. Et à ce titre, peut-être Jean pourrait prendre la parole là-dessus, puisque tu animes
une formation pour le réseau des APP sur les usages de l'intelligence Deux artificielle. remarques. La première remarque, c'est que notre livre n'a pas bénéficié de l'intelligence artificielle pour l'écriture. Donc, c'est peut-être l'un des derniers livres qui a été écrit sans l'appui de l'intelligence générative. Premier point. C'est ça. Le deuxième point, c'est que ça va vite, ça va très vite, peut-être que ça va trop vite et que l'intelligence artificielle nous propose une deuxième fracture numérique. Et donc, la cohésion de nos territoires passe par la lutte contre cette nouvelle fracture numérique pour comprendre qu'est-ce que l'intelligence artificielle et qu'est-ce que je peux faire, moi, à titre personnel ou à titre professionnel, avec ces nouveaux outils et à quelles conditions. Donc, il y a des opportunités réelles, mais derrière ces opportunités, il y a des vraies questions à se poser. Et donc, avec le réseau des APP, avec la PAP, on propose des actions de professionnalisation à distance sur comprendre comment fonctionne l'intelligence artificielle et comment l'intelligence artificielle pourrait conforter les pratiques, d'une part, des équipes pédagogiques APP et le développement de la culture des apprenants. C'est ça. Voilà, je crois que j'ai terminé la présentation et du livre et du chapitre, donc je vais passer la parole à Dorothée. Ah, ton micro est pas activé. Oui, merci. Merci Amina, merci Jean. Donc je vais prendre la main sur les slides. Voilà. Alors, donc moi je suis Dorothée Cavigno-Brosse. Je suis docteur en sciences de l'éducation et de la formation. Je suis actuellement donc chargée de cours et d'enseignement à l'Université Paris-Nanterre, également chercheuse rattachée à Paris-Nanterre. Et puis, j'occupe des fonctions donc, de responsable de recherche à l'IFCAM, qui est l'université du groupe Crédit Agricole. Alors, ces activités de recherche, donc, elles se font au sein d'un lab recherche et développement, dans lequel nous menons des missions de recherche appliquée. Nous inscrivons donc nos travaux dans le champ de l'apprenance et dans celui de la maîtrise d'usage. On travaille notamment sur tout ce qui est expérience apprenant et ses différentes dimensions, donc dans les dispositifs de formation comme l'engagement, la prise en compte des émotions, la préparation au transfert, par exemple, parmi ces dimensions. Donc on conduit des enquêtes à la fois auprès de nos apprenants et de nos formateurs. J'ai également pu mobiliser dans le cadre de mes recherches à l'IFCAM le cadre des capabilités dans un dispositif de ressourcement voilà, dont on a pu montrer qu'il constituait un espace capacitant. Et puis, on mobilise aussi les résultats de la recherche en sciences de la formation et en sciences cognitives au profit de nos apprenants, donc dans des démarches de vulgarisation scientifique. Et donc, on a élaboré une exposition sur le cerveau et l'apprentissage, qui est ouverte à tous et à toutes, hein, que vous pouvez utiliser comme ressource si vous le souhaitez, et donc qui est accessible via notamment le blog de l'IFCAM, ifcam-formation.fr, que je vous invite à découvrir. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de vous présenter cet ouvrage. Donc, ingénierie pédagogique et numérique, une analyse selon l'approche par les capabilités. Et donc, je vais vous présenter à la fois l'histoire du livre, c'est-à-dire comment il a émergé, et puis ce dont il traite. Donc, c'est un ouvrage qui a été élaboré à partir de mes travaux de thèse, donc thèse soutenue en 2021, avec en codirection Philippe Carré et Solveig Fernagu. Et donc, j'ai pu baigner dans ces deux magnifiques paradigmes que sont le paradigme de l'apprenance et le paradigme des capabilités grâce à eux. Donc ce livre, il reprend finalement les résultats de cette thèse et également il met au jour en fait effectivement, l'objectif de ce livre pour moi, c'était de mettre au jour, de montrer, de rendre visible l'ingénierie pédagogique et les personnes qui exercent cette activité, voire ce métier. Car c'est vrai que c'est encore, même si ça se développe de plus en plus, hein, on voit de plus en plus de fonctions d'ingénierie pédagogique dans les différentes annonces et dans les différents médias, mais c'est quand même finalement un métier qui est assez peu connu. Et donc, voilà, ma grande intention dans ce livre, elle est là, elle est de donner à voir ce métier.
Donc, en termes de scientifiques, donc c'est quand même encore une discipline qui est en émergence en France, qui pose question, alors qu'on voit que, par exemple, aux États-Unis, l'instructional design, qui est son équivalent, est vraiment un champ de recherche constitué, également une profession reconnue avec des référentiels qui sont déposés. Donc, peu de recherche sur l'ingénierie pédagogique et numérique dans le champ de la formation des adultes, hormis finalement des enquêtes principalement réalisées sur des terrains académiques. Et en plus, le constat que, tout comme la formation, finalement, c'est une activité qui s'est complexifiée en lien avec le développement du numérique dans la formation des adultes. Donc, ce livre prend le résultat de 3 études. Une première étude documentaire, une seconde à partir d'annonces de stages qui ont été conservées par un master généraliste en ingénierie pédagogique qui donne à voir finalement les attentes des entreprises en termes de mission et de profil. Et puis une troisième étude qui, à partir d'entretiens qualitatifs auprès d'ingénieurs pédagogiques ou de chargés d'ingénierie pédagogique, qui montre finalement comment ces personnes ont été réellement mises en capacité d'utiliser le numérique. Donc rapidement, peut-être résumer ce que dit la première étude. Elle montre que finalement, l'histoire de l'ingénierie pédagogique est fortement marquée par le numérique. Hein. Tu le disais tout à l'heure, Yamina, dès le départ, les APP avaient du numérique. Donc le numérique, ce n'est pas du tout quelque chose de récent dans la formation des adultes. Mais on voit que son évolution, en fait, l'évolution du numérique dans la formation des adultes a aussi permis à l'ingénierie de se constituer comme activité réelle. Donc cette première étude, cette première partie du livre reprend également les différents modèles d'ingénierie et notamment le modèle paradigme de l'ingénierie pédagogique qui est le modèle ADI, donc A pour analyse, D comme design ou conception, le second D comme développement, le I pour implémentation et le E comme évaluation pour finalement qui est mise en œuvre dans toutes ces différentes phases de l'ingénierie pédagogique. Je montre également que c'est une activité pluriacteur et finalement on est passé de l'ingénierie pédagogique vue comme une activité parmi les autres du formateur ou de l'enseignant à finalement une activité qui se partage au sein de projets de plus en plus complexes. La seconde étude, elle va montrer les attentes des organisations. Qu'est-ce qu'on recherche chez un ingénieur pédagogique? Et puis elle montre aussi cette accélération de la digitalisation qui, voilà, dans cette étude-là, qui serait autour des années 2013-2015. Et donc, on voit l'évolution du vocabulaire de ces annonces avec ce développement du numérique. Donc, si je reprends les différentes attentes des entreprises en termes de profil et de mission, en termes de profil, on attend que les ingénieurs pédagogiques aient une formation initiale en master ressources humaines ou sciences de l'éducation et une première expérience en gestion de projet. Bien sûr qu'ils aient des connaissances en théorie de l'apprentissage, dans le numérique, les technologies, et puis également, on attend d'eux qu'ils aient des capacités transversales de travail en équipe, de rigueur et relationnelles. En termes de mission, on attend d'eux qu'ils sachent mobiliser les différentes étapes du modèle ADI, et puis bien sûr qu'ils sachent gérer un projet. Alors par rapport à ces attentes formelles, finalement, qu'en est-il réellement de ce que vivent les ingénieurs pédagogiques? Et pour étudier cette question-là, j'ai mobilisé l'approche par les capabilités. Donc l'idée, c'était de voir finalement comment les ingénieurs pédagogiques sont réellement mis en capacité d'utiliser ou d'introduire le numérique. Donc pour ça, je me suis inspirée donc, de l'approche par les capabilités d'Amartya Sen. Alors, ça a été une vraie rencontre avec les travaux d'Amartya Sen. Amartya Sen, donc c'est un économiste pardon, qui a obtenu un prix Nobel d'économie en 1998, et c'est également un philosophe politique. Amartya Sen, il a étudié finalement comment le développement humain pouvait s'analyser au-delà finalement d'un simple d'une vision strictement rationnelle d'un individu rationnel ou cherchant à maximiser son utilité. Il a vraiment essayé de dépasser cette vision économiste-là de son époque. Et donc, il propose un regard sur l'humain
qui va être au prisme d'un concept qu'il appelle la liberté substantielle, et puis à travers finalement la mise en capacité des individus. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il développe ça, Amartya Sen? C'est parce qu'il a été témoin des famines dans l'enfance, alors en Inde, alors que finalement il y avait de la nourriture. Et donc, il essaie de voir, il a essayé d'étudier finalement au-delà de ce qui était constaté, qu'est-ce qui faisait qu'il y avait eu cette famine malgré l'absence de nourriture. Donc, son idée à lui, c'est de dépasser le premier regard qu'on peut avoir sur les situations et de regarder que finalement les personnes peuvent agir différemment et être mis en capacité différemment selon leur contexte et leur environnement. Et en t'entendant, Yamina, je me suis posé la question peut-être d'une hypothèse forte que les APP pourraient être des environnements capacitants, et je me suis dit que ça vaudrait peut-être le coup d'aller étudier cette question-là. Voilà. Donc Sen, il développe une approche évaluative pour examiner les conditions du développement humain. Et puis, il propose aussi pour cela des démarches participatives et démocratiques, c'est-à-dire comment on implique les personnes finalement dans une délibération sur leur propre développement. Alors, cette approche, elle a été reprise en sociologie du travail, notamment en sciences de l'éducation. Et donc, moi, je propose dans ce livre l'approche dynamique de Solveig Fernagu pour étudier finalement comment les ingénieurs pédagogiques sont mis en capacité d'introduire ou d'utiliser le numérique. Alors, qu'est-ce qui est dit quand on utilise cette approche-là? C'est de se dire qu'on va aller au-delà d'une approche strictement ressourciste. Je mets des ressources à disposition, ça suffit pour que les personnes les utilisent. Ou alors une approche strictement délégataire. Finalement, grâce à l'autonomie, les personnes vont pouvoir apprendre et de manière qui leur convient. Donc, ça questionne vraiment comment aller au-delà de ces deux approches-là et de travailler aussi sur les opportunités réelles dont bénéficient les individus, finalement d'utiliser les ressources qui sont mises à leur disposition, et également les choix. Donc, c'est la notion de liberté substantielle de Sen. C'est finalement qu'est-ce qui fait que je peux choisir ce qui a du sens et de la valeur pour moi, pour me développer professionnellement. Alors pour ça, j'ai utilisé donc une modélisation qui n'est pas là. C'est pas grave, je vais la résumer. Donc pour étudier les capacités, en fait, on va partir de ce qu'une personne décide de mettre en œuvre, donc qu'on va appeler un fonctionnement, une réalisation. On va regarder quels étaient les motifs de choix de cette personne. L'association donc du choix et de la réalisation constitue le processus liberté. Et en amont, on va regarder qu'est-ce qui fait que la personne était en capacité de réaliser ce qu'elle souhaitait réaliser. Et donc là, on va regarder les ressources et les facteurs de conversion de ces ressources. Et ce processus-là, ça va être le processus opportunité. Donc, ce que j'ai fait par rapport aux chargés d'ingénierie pédagogique, j'ai regardé par rapport au fonctionnement introduire ou utiliser le numérique, quels étaient leurs différents facteurs de choix, les facteurs de conversion et les ressources. Alors, en termes de ressources, pas de surprise, bien sûr, les technologies de la formation et de la communication, mais également... Ah, merci Yamina. Donc, voilà la modélisation. Donc là, j'en étais aux ressources. Donc, ces ressources-là, elles vont être de différents ordres, de différentes catégories. Et donc, ce que je montre dans ce chapitre-là, sur les capacités et la mise en capacité d'ingénieurs pédagogiques, c'est que ces ressources, elles fonctionnent en système. C'est-à-dire qu'il y a des technologies, certes, mais elles vont être associées finalement, notamment à des ressources humaines et organisationnelles. Après, en ce qui concerne les facteurs de conversion, on a bien sûr des facteurs qui sont liés à l'environnement, des facteurs qui sont liés à des normes sociales, à des liens avec les autres, des facteurs qui sont liés aux personnes et ce que je propose dans mon travail, c'est un quatrième facteur de conversion qui est un facteur positionnel. Et donc, dans la théorie des capacités, les facteurs de conversion, ils peuvent être positifs ou négatifs, c'est-à-dire qu'ils peuvent permettre la conversion des ressources ou au contraire les empêcher. Et donc, ce facteur positionnel, c'est comment un chargé d'ingénierie pédagogique va se positionner dans un projet. Et donc, selon ce positionnement, finalement, il va être plus ou moins mis en capacité d'utiliser et d'introduire le numérique.
Et notamment, donc j'ai plusieurs situations. La situation où le chargé d'ingénierie pédagogique va être simplement dans une relation de sous-traitance, et dans cette situation-là, eh bien, il va être empêché d'utiliser ou d'introduire le numérique selon ses choix, alors que dans un positionnement relationnel de mutualisation, de collaboration, finalement, il va être beaucoup plus mis en capacité d'utiliser ou d'introduire le numérique. Ce qui nous permet aussi de nous questionner sur les modalités de travail de l'ingénieur pédagogique et également de travailler ces conditions-là. En termes de facteurs de choix, ce que je propose, c'est de distinguer les différents facteurs de choix des ingénieurs pédagogiques pour accomplir l'introduction du numérique ou l'utilisation du numérique dans leurs activités. Donc, il y a des facteurs de choix qui relèvent de leurs convictions pédagogiques. Selon leurs convictions, ils ne vont pas agir de la même manière. Des facteurs qui relèvent de leur motivation, de leur sentiment d'appartenance aussi à leur entreprise. Et puis, je propose également ce que j'appelle donc des logiques d'action. Et selon les logiques d'action, finalement, les ingénieurs pédagogiques ne vont pas non plus introduire le numérique de la même manière. Alors là, je vais en détailler deux. Il y a notamment la logique d'action d'expérimentation et la logique d'action de performance. En fait, dans la logique d'action de performance, l'ingénieur pédagogique, il va se limiter, en fait, se concentrer sur des outils robustes qu'il maîtrise bien, alors que dans la logique d'expérimentation, en fait, l'ingénieur pédagogique va beaucoup plus s'autoriser ce qu'on appelle le droit à l'erreur et expérimenter et être plus en capacité d'innover que dans la logique de performance. Et je trouvais que c'était intéressant de mettre au jour ces deux logiques, non pas pour les opposer, mais pour se dire que selon les différentes phases du projet dans lequel on est en ingénierie pédagogique, de questionner la logique d'action dans laquelle on est peut nous permettre aussi de savoir si c'est le bon moment d'innover ou au contraire, c'est le bon moment de déployer. Donc voilà en gros ce que je voulais partager avec vous sur ce que je dis dans cet ouvrage. Et voilà, donc je voulais également remercier Jean et Yamina de m'avoir confié la préface de leur ouvrage. Ça a été un vrai plaisir, et donc à rediscuter pour cette histoire je pense, de comment les APP finalement résonnent beaucoup par rapport à cette approche des capacités. Plaisir partagé. Arrêtez le partage. Loïc? Bien, donc, on vous remercie tous les trois pour cette présentation qui montre bien qu'effectivement, l'apprenance, l'approche par les capacités peut être vue sous différents points de vue, analysée de différents points de vue, côté des équipes pédagogiques ou du côté des apprenants. On voit aussi du coup l'impact du numérique et les différentes évolutions sur à la fois les métiers mais aussi les façons d'apprendre, comment tous ces sujets sont au cœur en fait des différents réseaux auxquels vous appartenez, auxquels vous contribuez. Donc c'est pour ça que c'était très intéressant et je vous en remercie. Peut-être du coup on va en profiter peut-être pour... Allez-y, si tu me permets. Allez-y, je vous en prie. Aussi bien Yamina que Dorothée ont vraiment insisté sur la dimension collective autour de la mise en place de l'ingénierie pédagogique. Ça, c'est vraiment un point important, c'est bien une nouvelle compétence collective. Et à ce titre-là, je voudrais remercier Myrna Jacquin et les trois collègues qui ont écrit les postfaces dans notre livre, Région Hauts-de-France, Bourgogne-Franche-Comté et l'île de la Réunion, qui est donc la concrétisation de cette dimension collective dans la coécriture de notre livre. Et puis l'autre point aussi sur lequel je veux insister, Yamina et Dorothée l'ont évoqué à plusieurs reprises, c'est cette notion fondamentale du plaisir d'apprendre, qui est évoquée à plusieurs reprises. Et à ce titre-là, je ne peux que renvoyer les auditeurs de cette webconférence du FFOD à une webconférence autre que j'ai co-animée avec Dorothée, justement sur le plaisir d'apprendre, et qui est l'une des vidéos les plus vues actuellement sur le site du FFOD. Bravo. Peut-être du coup vous remercier juste aussi pour dire que finalement souvent on est dans le cœur de l'actualité avec effectivement tout va très vite, tout bouge très vite comme tu l'as dit tout à l'heure Jean. Et donc effectivement on vous propose des webinaires sur divers sujets qui intéressent nos membres, qui sont en lien avec l'actualité, que ce soit l'intelligence artificielle ou bientôt l'éco-conception, comment verdir aussi de ces formations. Donc c'était intéressant, c'est intéressant pour nous effectivement de temps en temps de se poser et de faire intervenir certains auteurs pour analyser, on va dire à froid un petit peu
avec du recul un peu tout ce qui se passe dans notre écosystème. Donc voilà, je vous en remercie. Peut-être on peut dire, Maxence, en fait, annoncer la prochaine webconférence du 3FOD, là, qui a lieu le 11 avril. Donc, ça va être la première d'un nouveau cycle, en fait, qu'on va consacrer un peu plus spécifiquement à tout ce qui est éco-responsabilité, transition numérique, comment éco-concevoir ces formations, comment avoir une démarche responsable. Et donc, on aura l'intervention de 2 experts du sujet qui vont à la fois nous introduire ce cycle, mais aussi présenter nous faire un retour d'expérience sur une plateforme assez intéressante qui s'appelle My Green Training Box. Voilà, vous en saurez très vite beaucoup plus le 11 avril. Je ne dévoile pas plus ce sujet, mais vous verrez, ça va être assez intéressant, je pense. Voilà, donc on vous dit à très bientôt. Très bien, merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci Loïc. Merci Maxence, au revoir.